Non. Alors, peut-être qu'il ne parle pas, je ne sais pas. Donc voilà, je vous propose d'écouter ces 3 intervenants et en la suite de ces 3 interventions, nous pourrons échanger sur ce sujet. Voilà, les personnes qui le souhaitent. Donc, je vous donne la parole, Madame Kembo. Ok, merci, Madame Stéphanie. Alors, c'est Stéphanie. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, je suis désolée. Je vous ai présenté. Moi, je suis sage-femme, donc sage-femme de PMI en France, dans les Yvelines. Voilà. Ok. Allez-y. Merci. Oui. Et le sujet sur lequel nous allons intervenir est un sujet très important puisque ça concerne la vie affective et relationnelle en milieu scolaire. Et pour ce faire, nous devons d'abord comprendre ce que c'est que la vie affective et relationnelle d'un être humain d'abord, avant de le placer dans le cadre scolaire. Et la vie, pour ma part, la vie affective et relationnelle désigne tout ce qui permet à l'être humain, à une personne d'exprimer ses émotions, ses sentiments, de construire une relation avec ceux qui l'entourent. Pour moi, c'est ce que j'entends par vie relationnelle et affective. Et pour que cette vie relationnelle soit effective, si nous le plaçons dans le cadre scolaire, il faut tenir compte d'abord de l'éducation de base, selon moi. Pour cette éducation de base, il s'agit surtout d'instaurer un dialogue dans la famille. Si dans une famille, un élève ne peut pas avoir assez de confiance en ses parents pour aller leur poser ses problèmes, ça voudra dire que déjà cet enfant a déjà des problèmes relationnels, des problèmes de confiance en lui avant d'atterrir dans le cadre scolaire. Et si ces problèmes arrivent dans ce cadre scolaire-là, ça complique déjà la vie de cet enfant-là. En ce sens que, étant déjà limité dans ses prises de parole peut-être, dans la confiance en lui-même, avant de venir à l'école, il lui serait difficile de s'ouvrir pour pouvoir même comprendre le professeur qui est devant lui, de l'écouter et de pouvoir travailler, réussir. C'est mon avis sur la question. Et ce faisant, il est important que nous, parents, nous puissions faire l'effort de connaître nos enfants avant de les envoyer à l'école. Et du retour de l'école, essayons de voir avec ces enfants-là comment a été ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien suivi, tu as bien compris. Vous avez fait que d'abord, tu as déjà connaissance de son emploi du temps et des cours qu'il aura à faire dans la journée. Essayez d'échanger avec l'enfant. Et ce faisant, nous pourrons instaurer une confiance entre l'enfant et le parent pour que cette confiance rejaillisse au niveau de l'école pour améliorer ses résultats. Donc, je pense qu'il faut parler quotidiennement des relations et avec les enfants, surtout quand ils sont en âge de puberté, c'est-à-dire déjà quand ils sont au collège. Il y a aussi l'âge pubertaire qui joue beaucoup, c'est un facteur important dans cette relation affective et émotionnelle en milieu scolaire. La plupart, chez nous, ici, ça commence déjà vers les 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est même là où ça prend de l'ampleur pour aller vers l'âge adulte. Donc, sur ce point, je pense qu'il faut que les parents et l'école puissent accorder leur violon d'une manière à ce que tout ce que l'enfant fait au niveau de l'école, le parent puisse écouter, puisse se renseigner sur son enfant dans son école et être informé à temps. Tout ceci permettra d'éviter les dérives. Et au Bénin, il y a un système que le gouvernement a expérimenté depuis 2024.
c'est en phase d'expérimentation. Il me semble que ça n'a plus être... comment je vais dire ça? Il n'y a plus un suivi réel cette année scolaire qui est en train de s'achever pour, je pense, parler d'évaluation et voir s'il faut étendre ça. Puisque la phase expérimentale a pris seulement en compte le premier cycle. Il s'agit des classes socio-éducatives. C'est une très bonne chose qui a été initiée par le gouvernement sous l'égide de feu ministre Yves Chabi-Kouaro. Donc, voilà un peu. Et ces classes socio-éducatives, concernent pratiquement toutes les matières. Il y a 4 matières principales qui ont été prises en compte: la SVT, l'histoire-géographie, le PS et le français. Et pour ces 4 matières, il s'agit de trouver dans l'exécution des programmes d'études un créneau pour parler d'éducation sociale et insister sur le caractère des comportements à risque, des comportements déviants des enfants. Et ce faisant, chaque professeur doit pouvoir, à la fin, il y a des situations d'apprentissage dans ces programmes qui donnent un créneau pour pouvoir échanger avec les enfants sur leur sexualité et les facteurs de risque comme la prise de stupéfiants et autres. Et ça permet à ces enfants de poser ces problèmes. Outre cela, chaque enseignant dans un établissement donné qui a participé à ce programme de classe socio-éducative, voyant un élève peut-être timide ou ne s'exprimant pas bien à son cours ou d'ordinaire est joyeux mais qui devient triste, doit pouvoir s'approcher de l'élève là, l'aborder et chercher à comprendre ce qui le met dans cet état. Et ce faisant, peut-être constater que l'élève a un problème et a peut-être peur d'exprimer ça à ses parents à la maison, peur de ce qui va suivre et essayer d'instaurer un dialogue avec cet élève-là pour savoir ce qu'il en est, lui donner des conseils s'il y a lieu, ou s'il voit que ça nécessite l'intervention des membres de l'administration ou des propres parents de l'élève, voir la voie à suivre, le chemin à suivre pour pouvoir aider l'enfant en question. Tout ceci permet de réduire les risques. Les risques, et ces risques concernent, comment appelle-t-on, les grossesses, par exemple, la sexualité, les grossesses en milieu scolaire. Ça permet d'éviter la consommation des stupéfiants, en tout cas tout ce qui regroupe les comportements déviants. Et tout cela ne se fait pas sans difficulté. La grande difficulté qu'il y a dans ce domaine, c'est que les enseignants n'ont pas tous une formation adéquate dans ce domaine-là. Il n'y a pas dans les établissements de notre pays des psychologues affectés à ces établissements pour étudier les problèmes affectifs des enfants, voir les contextes et pouvoir adapter les exercices peut-être qui vont les aider à sortir de ces problèmes-là. Et l'autre chose, au Bénin, il y a plusieurs cultures. Et dans ces cultures-là, il y a différentes manières de se comporter. La vie affective elle-même, déjà, n'est pas standard. Ça diffère d'un individu à un autre. Ce qui peut faire rire l'un peut ne pas faire rire l'autre. Du coup, c'est un sujet très complexe, selon moi, et qui nécessite un perpétuel apprentissage de la manière dont il faut réagir face à ces problèmes relationnels des enfants. Il y en a, dès que tu lui fais une remarque, se met à pleurer, sans raison. Dès que ses camarades se moquent d'elle, ça l'empêche carrément de vivre convenablement comme il le faut. Donc, je pense que nous devons apprendre au jour le jour à écouter nos enfants, à essayer de les amener à comprendre la vie d'aujourd'hui. Et j'avoue que les réseaux sociaux
j'ai l'habitude de dire aux gens, entre l'éducation de l'école et l'éducation de la maison, il y a l'éducation de la rue. Il ne faudrait pas que l'éducation de la rue prenne le pas sur l'éducation de la maison ou l'éducation de l'école. Il faut que ces deux points puissent trouver un pont de ralliement pouvant permettre de mieux éduquer nos enfants, de mieux les écouter, de mieux les connaître. Parce qu'on ne finit jamais de connaître un être humain. Je vous remercie. Merci beaucoup Emma. Effectivement, l'implication des parents dans la vie des enfants, c'est important. Et comme vous le dites, oui, les écouter et la prévention, elle démarre aussi à la maison. Donc, c'est effectivement déjà les parents qui doivent se positionner. Très bien. On enchaîne du coup avec donc Madame Dichand, qui est conseillère. Moi, je vous propose qu'on enchaîne et puis on pourra poser les questions par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, je vais tenter de partager mon écran. Donc, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Alors, attendez, je vais faire ça peut-être. Hop. Alors, bon, effectivement, Marianne, je pense que je vais avoir besoin de ton aide pour partager. Je ne sais pas si tu m'entends, Marianne. Oui, je t'entends très bien. Donc, j'ai cliqué sur partager l'écran, en sachant que le PowerPoint donc, de la professionnelle, il est déjà ouvert sur mon ordinateur. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tu as un onglet où c'est écrit partager tout l'écran. Ça s'affiche? Alors, j'ai soit onglet Microsoft, soit fenêtre, soit écran complet. Ok, écran complet. Et ensuite, tu cliques sur l'écran qui s'affiche, le petit écran miniature, et tu pourras avoir le bouton partager. J'espère que vous n'aurez que ça, vous n'aurez pas autre chose. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, il faudra partir sur le PowerPoint. Ah, et c'est bon. Ok, donc moi, je ne vous vois plus. Oui. Je ne vous vois plus, donc je vais vous laisser en compagnie de Madame Dichand. Et donc, je vais passer les diapositives au fur et à mesure. Okay. Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, oui, je m'appelle Véronique Dichand et mon métier, donc, je suis conseillère conjugale et familiale et je travaille dans un centre à Versailles qui s'appelle le Centre de santé sexuelle. Donc, on peut changer de diapo. Et donc, j'avais envie de vous dire quelques mots. Tu peux défiler, hein, Stéphanie. Vous dire quelques mots sur ces centres de santé qui existent en France. Ce sont des structures de santé publiques. Et en fait, dans chaque structure, il y a toujours 3 professionnels qui travaillent, des médecins ou sages-femmes, des assistantes administratives et des conseillères conjugales et familiales. Et ces centres, on assure 3 missions. La première, c'est de faire des consultations médicales, justement, avec suivi gynécologique et prévention, dépistage et traitement des IST. Et puis, on accompagne également les grossesses qui ne sont pas prévues et on les accompagne suivant la loi. Ça, c'est une de nos missions. La deuxième mission, c'est d'assurer des entretiens de conseil conjugal et familial. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce métier, mais une conseillère conjugale et familiale, en fait, nous, notre formation, on s'est spécialisé dans l'écoute et dans la relation. Et donc, c'est d'écouter, d'accompagner et d'orienter des personnes en difficulté. Donc, consultation médicale, entretien conseil conjugal et familial. Et notre troisième mission, c'est celle dont on va parler, donc c'est les informations collectives. Voilà. Et avant de vous parler de ces interventions, c'est important que je vous dise que ces interventions, elles s'inscrivent directement dans l'application de la loi, comme c'est affiché.
l'éducation à la sexualité, elle est inscrite dans le Code de l'éducation depuis la loi du 4 juillet 2001. Un article indique qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Alors c'est toujours difficile, c'est un grand défi parce que chaque jeune n'a pas autant d'interventions, mais en tout cas, chaque établissement fait au mieux pour assurer ces interventions. Et c'est dans ce cadre-là que nous, les conseillères conjugales et familiales, eh bien, on intervient. Alors, par qui sont effectuées, donc ça c'est la diapo suivante, par qui sont effectuées ces interventions? Eh bien, nous, ce qui est obligatoire, c'est qu'on intervienne toujours à 2, en binôme. Donc, il y a une conseillère conjugale et familiale d'un des centres de santé du territoire qui a été formé justement à l'EVARS, et il y a toujours un représentant de l'établissement. Nous, c'est une obligation. Alors, c'est souvent l'infirmière, ça peut être une assistante sociale ou un professeur qui a été formé justement à l'EVARS. C'est obligatoire parce que justement, ça permet aussi d'assurer la sécurité, notamment des jeunes et des professionnels. On aborde des sujets sensibles, les interruptions volontaires de grossesse, les violences, l'orientation sexuelle. Donc, en fait, c'est une sécurité d'être à 2. Et puis, c'est aussi, ça permet de faire relais. C'est-à-dire que nous, on intervient, mais ensuite, on ne fait pas partie de l'établissement. Et pour le jeune, ça permet ensuite, par exemple, de retourner voir l'infirmière pour poser des questions plus personnelles. Parce que, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, lors d'une intervention, le jeune ne peut pas poser de questions personnelles. Alors, donc, ensuite, la diapo suivante indique sous quelle forme nous intervenons. Nous intervenons principalement dans les collèges et en classe de 3e, et aussi beaucoup dans les lycées professionnels. Ces interventions, elles s'effectuent principalement dans l'établissement, mais si on a des collèges à proximité de notre centre de santé sexuelle, on trouve que c'est pertinent qu'ils viennent dans le centre parce que ça leur permet justement de repérer notre lieu et puis d'oser venir ensuite. Et sous quelle forme? Eh bien, en fait, en général, ce sont des séances de 2 heures et qui sont en demi-groupe, soit mixtes ou non mixtes. Voilà, ça c'est pour la forme. Ensuite, j'explique dans une diapo suivante, voilà les buts. Les buts de ces interventions, c'est vraiment de préparer ces jeunes à devenir des personnes libres et autonomes, capables à la fois de prendre soin d'eux, capables à la fois aussi d'identifier des personnes et des lieux ressources, et capables aussi de faire des choix affectifs, relationnels, sexuels, qui soient responsables et qui soient à la fois respectueux d'eux et des autres, et puis d'assumer en fait aussi des responsabilités personnelles et sociales. C'est vraiment le but. Et pour nous, il y a 3 piliers lors de ces animations scolaires. Il y a le pilier de l'information, le pilier de la réflexion et le pilier de la prévention. Quand un jeune nous pose une question, on va à la fois lui donner des informations, à la fois le faire réfléchir et à la fois à travers ces questions-là, vérifier comment se protéger. Donc l'information, c'est vraiment développer des connaissances, tant sur le plan de l'anatomie, de la physiologie, mais aussi qu'ils apprennent à mieux se connaître, puis des notions juridiques. Le plan de la réflexion, c'est vraiment donner du sens aux relations et stimuler leur esprit critique. Et enfin, la prévention, eh bien, c'est de sensibiliser ces jeunes aux risques, parce que on est là aussi pour ça, de parler des violences, des grossesses non prévues, des IST, et vraiment de les aider à renforcer leurs compétences psychosociales. Alors là, ce que vous voyez apparaître, c'est un tableau qui est issu justement du programme de l'éducation nationale et qui présente justement l'éducation à la sexualité et qui indique que cette éducation doit être abordée d'une approche plutôt globale, positive et bienveillante, et qui repose en fait selon 3 champs de connaissances.
Alors, je ne vais pas lire chaque sujet, mais vous voyez qu'il y a apparaît le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et le champ juridique et social. Voilà, ces sujets doivent être abordés au niveau de ces 3 champs-là. Je vous ai indiqué un exemple un petit peu pour que vous ayez un aperçu d'un déroulé d'une intervention qu'on peut effectuer en classe de 3e. C'est important d'expliquer qu'on n'est pas là pour faire un cours, on n'est pas des professeurs, c'est vraiment une animation. C'est vraiment un temps pour leur permettre d'échanger, de questionner, de répondre à leurs besoins. Et puis, on va également utiliser des techniques et des outils qui peuvent être très adaptés. Enfin, on essaye d'utiliser des outils adaptés. Voilà, c'est vraiment un espace pour eux. Et donc, ces interventions, elles se déroulent en 3 temps. On prend beaucoup de temps pour le temps de l'accueil. C'est important justement pour aborder tous ces sujets, de créer un cadre, d'instaurer un cadre qui soit bienveillant et sécurisant. Donc, où chacun, on parle de la règle du respect, de la confidentialité. Et une règle très importante, c'est la règle du respect de l'intimité. On explique aux jeunes qu'on va aborder tous ces sujets-là, mais d'une façon générale, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils imaginent. Mais en aucun cas, ils peuvent parler de leur intimité. Et là, après, on leur parle de personnes ressources s'ils ont des questions plus personnelles. Donc, mettre un cadre bienveillant pour qu'il y ait une liberté de parole, pour qu'ils puissent aborder ce sujet en vérité. Et ensuite, dans le cœur de la séance, il y a des sujets incontournables comme parler du consentement, des grossesses non désirées, des violences. On est là vraiment pour cette prévention et cette information. Et puis, on est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à leurs questions. Il y a un temps de questions, alors qui peuvent parfois être anonymes, ou alors si on sent que le groupe est très à l'aise, donc ce sont des questions spontanées. Et on prend un temps en fin d'intervention pour leur donner des lieux ressources et puis pour aussi avoir leur retour d'expérience parce que les jeunes peuvent nous faire réfléchir aussi, nous permettre de nous questionner sur notre pratique. Et voilà, on aime bien leur retour d'expérience. Voilà, c'était pour l'exemple d'un déroulé. Sur cette diapositive, là, je vous ai mis la définition de l'OMS, de la santé sexuelle, qui est vraiment, c'est important qu'on comprenne aussi qu'on n'est pas là seulement, que la santé sexuelle, c'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité, que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social. Et il est important que, justement, qu'on élargisse en fait la vision de la sexualité parce que souvent les jeunes ils pensent que c'est limité au rapport sexuel, à l'aspect biologique, alors que en fait la sexualité elle n'implique pas seulement le corps mais aussi la tête, les émotions. Voilà, donc et qu'une sexualité, pour avoir une sexualité épanouie, c'est important que les 3 soient alignés. Voilà pour la santé sexuelle. Et en fait, là, je vais vous montrer un petit peu des outils, en tout cas les sujets qui sont pour nous incontournables. Donc là c'est la prévention, comment on fait de la prévention. On aime bien aussi d'utiliser des outils un peu différents. Là, c'est les triangles. On aime bien leur montrer aussi pas que l'aspect des risques. Il y a aussi les bénéfices, avoir une relation sexuelle dans le but d'avoir un enfant, d'avoir du plaisir, par amour, et puis on les aide à repérer tous les risques pour que justement ils puissent appréhender tous ces sujets, être informés et donc les maladies, des IST, des grossesses non prévues et puis des violences. Voilà, qu'ils puissent savoir comment se protéger à la fois affectivement et comment bien se protéger des IST et des grossesses non prévues. Voilà. Donc on ne parle pas que de prévention et on parle également de relations. Tout à l'heure on parlait des relations. C'est important
ces jeunes, on doit leur inculquer des bases d'une relation saine. Parfois, ils peuvent avoir été témoins de violences et ça peut être pour eux leur repère, mais on doit leur inculquer ces bases de la relation saine, d'une relation saine. Alors, on utilise un outil, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on utilise, c'est le violentomètre. C'est un outil qui est intéressant parce que il permet justement d'aider les jeunes à repérer les comportements et les signes qui peuvent les alerter. Hein. Par exemple, je vous en cite quelques-uns. Rabaisse tes opinions et tes projets, contrôle tes sorties, est jaloux et possessif en permanence, fouille tes textos. Voilà, pour que les jeunes puissent entendre que avant d'être dans une violence peut-être physique, verbale, sexuelle, il y a des comportements qui peuvent alerter et ça les aide à en prendre conscience. Donc voilà pour le sujet des relations saines et malsaines. Et ce qu'on explique souvent, voilà, c'est que si déjà dans la relation on n'est pas respecté, eh bien dans la sexualité il y a un risque en effet de ne pas être respecté également. Alors pour nous c'est un sujet qui est incontournable, c'est d'aborder le consentement. Et j'avais lu qu'une enquête et ça m'avait semblé très intéressant, c'est que selon une enquête, le fait d'aborder le consentement lors d'au moins une séance, ça fait passer de 15 à 82% la part des personnes déclarant qu'elles connaissent la définition, mais surtout qu'elles veilleront à le faire respecter dans leurs futures relations. Alors, on peut utiliser des outils très divers, des quiz, des petites vidéos. En ce moment, moi, j'utilise beaucoup un scénario. Je leur lis un petit scénario de jeunes qui vont avoir leur première relation sexuelle. Et donc, je trouve que ça les fait vraiment réfléchir. Et enfin, je leur explique bien les règles du consentement, hein, que le consentement, il doit être rétractable. Alors, on a trouvé un petit moyen mémotechnique, hein, quand on dit règle, il y a une lettre qui correspond à chaque mot. R comme rétractable, E comme enthousiaste et explicite, G comme gagnant-gagnant, qui parle du respect, libre, éclairé et spécifique. C'est vraiment un sujet incontournable. Après, si vous avez des questions, j'expliquerai, mais je sais que le temps est un peu limité, donc je vais peut-être un peu vite. Donc, le consentement, ça c'est la diapo suivante. On continue en leur disant que parfois dire non, c'est pas toujours simple dans certaines situations. Et parfois, on peut avoir besoin d'être aidé. Et par exemple, je le fais de plus en plus parce que comme j'accompagne au centre de santé parfois des femmes, des personnes, des hommes, mais notamment plutôt des femmes, et qu'elles me disent, qui se culpabilisent de pas avoir réagi, je leur explique que oui, quand on est dans une situation de stress, de danger, et parfois c'est impossible de réagir. Et c'est que justement, c'est l'effet de sidération, de figement qui peut se produire. Donc ça, il faut le savoir. On leur explique que céder, c'est pas consentir. Hein, s'il y a de la pression, s'il y a de la menace, c'est pas du consentement. Et puis aussi, je leur explique parce que parfois, j'ai remarqué aussi lors des entretiens que les personnes, elles pouvaient se sentir coupables parce que elles ont trouvé ça, leur corps pouvait dire oui. Mais je leur explique que le consentement, c'est pas le corps, parce que le corps, s'il y a une excitation, eh bien, il va y avoir une réaction qui est mécanique et automatique. Mais le consentement, c'est la tête qui le donne. Voilà. C'est ce que je peux aborder, les grandes lignes par rapport au consentement. Le sujet des violences sexuelles, c'est un sujet également important. Les jeunes, ils doivent savoir que les violences existent. Que certains adultes, certains enfants, adolescents sont malveillants et que c'est interdit et puni par la loi. Nous, dans les centres de santé, on a pu même intervenir auprès des CM2. Alors bien évidemment, pas de la même manière, mais il est important que, par exemple, les jeunes connaissent leur partie intime, savoir qu'on n'a pas le droit de toucher à leur partie intime. En France, il y a 160 000 mineurs qui vivent des violences sexuelles. Donc, c'est important que cette prévention, elle se fasse le plus tôt possible. Informer sur la loi aussi, donner des définitions, des repères, hein, parler du viol, qu'est-ce qu'un viol, qu'est-ce qu'une agression sexuelle, de l'inceste.
parler des violences sexuelles, c'est vraiment informer sur la loi, c'est leur donner des outils et aussi leur permettre de changer leur représentation. Parce qu'en intervention scolaire, ce que je peux faire, c'est leur dire, mais le viol, c'est avec qui, c'est où? Et souvent, ce que j'entends, c'est dans la rue avec un inconnu. Et dans la réalité, eh bien nous, les chiffres, elles disent que dans 90%, c'est avec une personne de son entourage. Donc, c'est leur donner, les aider à changer ces représentations. C'est important aussi, et je l'ai entendu tout à l'heure avec l'intervenante précédente, qu'on apprenne aussi les jeunes à apprendre à mieux se connaître. Hein. Et donc, nous, on parle beaucoup d'émotions, d'apprendre à s'écouter, parce que ça, c'est un point de repère. Hein. Le consentement, c'est écouter toutes les parties de soi, ce que je pense, ce que je ressens, ce que dit le corps. Et donc, quand il y a du dégoût, de la gêne, c'est important d'écouter ce ressenti-là parce que c'est un indicateur. Et puis d'apprendre aussi à mieux connaître son corps. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, il y a souvent chez les femmes une méconnaissance du corps, une difficulté à nommer les parties intimes, hein, qui sont les seins, l'intérieur des cuisses, la bouche, les fesses et les sexes. C'est la loi qui dit que si on touche ces parties-là, eh bien, c'est puni par la loi parce que ce sont des zones qui sont érogènes et qui, si on les touche, peuvent donc entraîner, avoir du plaisir. Donc, apprendre ces jeunes à mieux se connaître, mais aussi à mieux connaître leur corps et puis à mieux s'écouter, écouter leurs émotions. Là, un dernier sujet, mais bien évidemment, il y a beaucoup de sujets que j'ai pas pu citer, hein, mais on parle de pornographie. Pourquoi est-ce qu'on parle de pornographie? Parce que c'est souvent leur seul support pour certains à leur éducation à la sexualité. Et qu'il y a des chiffres qui sont alarmants encore. Hein. L'âge moyen du visionnage du premier porno en France serait de 11 ans. Et que 44% des jeunes qui ont déjà eu des rapports déclarent reproduire les pratiques qu'ils ont vues. Donc, la pornographie a aussi tendance à associer sexualité et violence. 90% des scènes comportent de la violence. Donc, il faut aussi les aider à changer à leur parler de ce sujet-là parce que je l'aborde après dans la diapo suivante. Et comment on l'aborde, ce sujet-là? Bien, c'est en justement leur rappelant la loi, que c'est interdit et comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que c'est interdit, en quoi le porno n'est pas la réalité. Et en fait, l'idée, c'est vraiment démystifier les images qu'ils peuvent être amenés à voir, puis à développer leur esprit critique. Hein. C'est vraiment la pornographie, un désapprentissage du consentement. Hein. Une femme qui dit non, c'est un oui. Et puis leur faire comprendre que l'objectif de l'industrie pornographique, c'est de rendre addict pour gagner un maximum d'argent. Voilà, qu'il y a en plus une perturbation sur le plan de la sexualité, hein, le réel n'est pas assez excitant. Voilà, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Et enfin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on leur donne des lieux, des personnes qui sont ressources parce que c'est important que ces jeunes repèrent, savoir à qui parler et à qui s'adresser. Ils peuvent ressentir beaucoup de gêne et je le vois aussi dans les centres de santé, hein, quand je leur demande comment ils arrivent, quand ils viennent la première fois dans un centre de santé, ils sont stressés, ils sont gênés. Ils ont peur d'être jugés par les professionnels. Et c'est qu'ils comprennent il faut que nous, les professionnels, on est là aussi pour les écouter. Et comme l'a dit tout à l'heure l'intervenante précédente, de pas oublier les parents. Hein. Moi, je leur dis souvent, les parents, peut-être que ils vont pas être contents, mais en fait, les parents, ils sont souvent très présents. Et parfois, ils savent pas du tout ce que vivent leurs enfants. Et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est important d'instaurer ce dialogue avec les parents. Voilà, il y a le 119 et puis notre lieu ressource, les centres de santé sexuelle. Là, je vous ai mis des questions que peuvent nous poser les jeunes. Voilà, si vous avez le PowerPoint, vous pourrez les lire. C'est des questions souvent là que j'ai pris qui étaient anonymes. Parfois, c'est
On peut faire des questions anonymes, parfois et donc là, vous avez dans chaque champ des questions que vous pourrez consulter, hein, à la fois biologique, sur le psycho-émotionnel et sur le juridique. Ils ont souvent beaucoup de questions. Et enfin, c'est la dernière diapo qui indique les supports qu'on peut utiliser, hein, à la fois les planches anatomiques pour apprendre à mieux connaître son corps. Je parlais tout à l'heure du violentomètre, ça peut être des quiz. L'important, c'est que ce soit assez ludique dans le sens où qu'il y ait des outils pour justement les aider à, si j'ai là, les faire réfléchir. On a aussi tout ce qui est lié à la contraception, des petites brochures, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et puis voilà. Merci à vous. Alors, normalement, j'ai arrêté le partage. Tac, tac. J'essaie de vous retrouver. Voilà, je vous retrouve. Merci beaucoup, Véronique, pour ton intervention. Donc, effectivement, ce qui est important, comme tu dis, c'est voilà, de les informer. Tout à l'heure, Emma disait, proposer que les parents questionnent les enfants, mais là aussi, les enfants peuvent dire aux parents, bah tiens, aujourd'hui, une intervenante est venue et on a parlé de telle chose, tel sujet. Et parce que parfois, c'est compliqué pour les parents de l'aborder. Donc, ça peut être effectivement dans l'autre sens. Et l'important, c'est effectivement de communiquer autour des professionnels ressources. Ouais. Alors, on va continuer et on va donner la parole donc à Madame Solange. Je ne sais pas si elle est présente. Madame Solange, qui est sociologue au Bénin. Je ne sais pas, Mariam, si tu as vu... Donc, Mariam, c'est notre organisatrice. Je ne sais pas si tu as vu si Madame Solange était connectée. Alors, je regarde si j'ai un petit message. Alors... Mariam a dû se déconnecter. Alors, ce que je propose, en attendant que Madame Solange puisse arriver, si elle arrive, c'est si vous avez des questions suite aux deux interventions qui étaient très riches. Merci encore. Il y a des soucis de connexion, je pense. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle disait, elle a des soucis de connexion. Mais par contre, je ne sais pas si pour Madame Solange, je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je peux l'appeler. Donc Raïssa aussi, merci beaucoup d'être présente pour l'organisation. Alors, on peut prendre peut-être la première question du docteur Adé aussi. Je vous laisse la parole. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Bon, ce n'est pas plus une question, hein, c'est beaucoup plus un apport sur l'intervention de la première intervenante. Il y a ces éléments-là qui sont prévus et qui sont mis en place, mais il faut dire aussi que au niveau de la santé, il y a des centres pour les ados et les jeunes qui sont au niveau des centres de santé et qui nous permettent aussi d'accompagner les jeunes, de leur offrir quand même le même service que vous venez de décrire par rapport à ce qui se faisait de l'autre côté. Donc, c'est vrai que ces centres-là ne sont pas dans tous les centres de santé, mais au moins les centres de santé communaux, pour la plupart en ont. Il y a parfois des personnels qui sont dédiés uniquement pour ces centres, mais d'autres fois, c'est les sages-femmes qui, quand même, s'occupent de ces activités-là. Et on utilise aussi les sensibilisations que nous avons en communauté pour aborder le sujet, essayer de faire un certain accompagnement. Donc, c'est pas pour trop développer, mais c'est juste un plus que je voulais rajouter à la première intervention. Merci. Merci pour la précision. Ensuite, il y a une deuxième main levée.
Donc, je laisse parler. Donc, Joënick, bonjour. Bonjour. Allô, vous me recevez? On vous entend, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Bon, comme Dr Farrell, moi-même, c'est un ajout. Bon, au Bénin, je suis au Bénin, je suis médecin, je suis au Bénin. Et il y a beaucoup d'interventions dans ce sens-là, non seulement du côté sanitaire, mais également du niveau gouvernemental et aussi via les partenaires. Donc, je vais en citer quelques-uns. Et déjà, au Bénin, comme dans presque les autres pays, quand même, via l'UNESCO et l'UNFPA, il y a l'intégration progressive de l'éducation sexuelle complète, de l'éducation complète à la sexualité dans les écoles, surtout les CEG. Et là, ils abordent presque tout ce qui a rapport avec notre thème, les relations interpersonnelles, le consentement, les émotions, la prévention des violences, la santé sexuelle et reproductive, les qualités de genre. Et en fonction du niveau scolaire, il y a différents thèmes qui sont adaptés et il y a de ces organismes quand même qui participent à l'éducation des jeunes où ils partagent des expériences. Ils font, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas un cours magistral qu'on donne, mais c'est des échanges, des questions pose, on répond, ou les l'année également dans le renforcement de l'éducation à la santé et au bien-être à travers le programme O3, nos filles, nos droits et notre avenir, où il y a la formation des enseignants, puisque les élèves sont souvent avec les enseignants à l'école, ils passent la majorité du temps quand même à l'école, et on forme les enseignants pour pouvoir aborder ces sujets, puisque quand la première personne que l'élève ira voir face à ces problèmes, c'est son enseignant. Et s'il n'y a pas cette relation de confiance entre l'enseignant et l'élève, il y a déjà quelque chose qui flotte là. Donc, il y a la formation des enseignants, il y a l'amélioration des politiques scolaires. Chaque année, il y a quand même des innovations. Il y a la collecte des données sur la santé des élèves, la prévention des violences basées sur le genre, la réduction des grossesses précoces. Et pour ce dernier point quand même, vu tout ce qu'il y a comme initiative dans l'éducation actuellement, de 2016 à 2024 quand même, on a remarqué, l'UNFPA a remarqué quand même qu'il y a une baisse des grossesses scolaires qui passe de 3045 environ à 1157 cas. Donc, il y a déjà une nette amélioration. Et également, on remarque aussi que davantage de filles, même si elles tombent enceintes après accouchement, poursuivent leur scolarité. Donc, elles n'arrêtent plus l'école, elles continuent jusqu'à avoir le bac et si elles veulent, elles vont à l'université. Donc, il y a déjà un impact positif quand même avec toutes ces innovations, tous ces appuis de l'État, des partenaires dans l'éducation sexuelle et tout à l'école. Donc, il y a aussi la mise en place des espaces sûrs pour les adolescents, comme le docteur Farrell l'a dit. Il y a le projet Suède qui est soutenu par l'UNFPA et la Banque mondiale également, qui ont développé ces espaces sûrs dans certaines zones. C'est vrai, le problème, c'est que il n'y a pas que ça partout. Il n'y a pas ça partout parce qu'on a des villes, on a des villages, et dans les villages, on a des hameaux plus reculés. Donc, bon, on ne peut pas dire que dans tous les villages ou bien tous les villages du Bénin peuvent réellement avoir accès à ces centres-là, mais quand même, le gouvernement a fait l'effort d'avoir au moins dans chaque commune ces centres-là qui sont des espaces d'information, de discussion sur la puberté, les menstruations, il y a les mentorats, les programmes sur le développement de l'estime de soi, sur la santé reproductive.
qui sont développés dans ce genre d'espace. Et il y a la sensibilisation continue sur les violences et le harcèlement en milieu scolaire. L'Institut national de la femme mène des campagnes de sensibilisation dans plusieurs établissements scolaires et ils sensibilisent sur le harcèlement sexuel, les violences basées sur le genre, les abus envers les élèves. Et non seulement les échanges sont organisés avec les élèves, mais les enseignants sont également impliqués, les responsables des établissements sont impliqués et les parents, les représentants des parents d'élèves également sont impliqués dans ces activités-là. Donc, et enfin, il y a aussi le programme l'implication communautaire des pères éducateurs. Donc, l'implication des parents, des leaders religieux, des jeunes pères éducateurs et des associations locales. Donc, il y a des jeunes, des élèves qui sont formés et pour devenir eux-mêmes des sensibilisateurs dans leur communauté, pour devenir des porte-parole dans les établissements. Puis là, il y aura une facilité d'accès à l'information au travers de ces jeunes-là et il y aura aussi plus de confiance entre camarades pour pouvoir exposer leurs problèmes. Mais néanmoins, comme les autres les ont dit, il y a beaucoup de difficultés quand même qui continuent de persister. Et surtout, l'adaptation des programmes aux réalités du Bénin. Aux réalités. Il y a plusieurs religions, plusieurs ethnies. Donc, dans chaque département, dans chaque village, les normes, les coutumes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a un problème d'adaptation des contenus de ces enseignements-là à chaque localité. Et il y a aussi les tabous socio-culturels, comme un peu partout en Afrique. Et il y a également l'insuffisance dans la formation de tous les enseignants, parce que quand même, c'est un nombre important et ça demande beaucoup de coûts. Et il y a le manque de ressources pédagogiques, les boîtes à images et consorts là. Il y a la résistance de certaines communautés, voire même de certains enseignants même, par rapport à ces innovations. Et comme témoignage, moi, quand j'étais étudiant, je fais partie d'une association des élèves, la jeunesse, sur tout ce qui est sexualité, tout ce qui est estime de soi, les bonnes pratiques quand même dans les écoles. Mais on a eu à rencontrer beaucoup de difficultés où on va dans des établissements pour proposer des séances de sensibilisation, mais on voit que les directeurs et les professeurs d'école refusent catégoriquement. Ils refusent catégoriquement de nous ouvrir les portes de leurs établissements. Donc, il y a ce problème-là, il y a ce problème qui continue et qui persiste. Mais quand même, il y a beaucoup d'améliorations par rapport à il y a quelques années. Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il y a des freins, comme vous dites, des freins qui persistent, mais vous avez aussi noté une diminution, vous parliez des grossesses. Par contre, vous avez parlé des interventions dans les CEG. C'est quoi les CEG? Ce sont des collèges d'enseignement général. Ah, ok, d'accord, ok. Au niveau des collèges, d'accord. Et je pense qu'effectivement, vous rejoint les interventions par les pairs, PAIRES, enfin, finalement, les camarades, ça a plus de poids que, effectivement, quand c'est un adulte. Parfois. Une deuxième main se lève. Emma, je vous laisse la parole. Oui, je voudrais rebondir sur l'intervention de Madame Adéemi de tout à l'heure. Et dans le Mono, par exemple, il y a le préfet du Mono qui a initié une activité depuis 5 ans. Ça, c'est la 5e année scolaire. Et l'activité se dénomme « Zéro grossesse en milieu scolaire et artisan ». Donc, ça concerne, chaque année, ils font des sensibilisations, ils ciblent des ateliers d'apprentissage de métiers, ils ciblent des établissements scolaires et il y a une équipe, c'est une équipe composée des agents de santé, des agents des centres de promotion sociale
et qui passe avec une équipe du préfet lui-même qui se déplace pour sensibiliser effectivement sur les grossesses en milieu. Comment faire pour éviter, connaître son corps dès qu'il y a un problème, qui aborder. Les cellules de sensibilisation du projet Suède dont elle a parlé tout à l'heure aussi. Et pour ces cellules-là, on a même, c'est composé des acteurs religieux, il y a même les gardiens des établissements qui sont et dedans, il y a les vendeuses. Tout compte fait, c'est toute une équipe qui est destinée à accompagner les élèves pour les aider à comprendre et leur montrer le chemin à suivre dès qu'il y a un problème. Mais d'abord, c'est surtout pour éviter qu'elles ne chopent, surtout au niveau des filles, qu'elles ne chopent des grossesses qui, plus tard, les empêcheraient d'évoluer dans leur cursus scolaire. Merci. Merci pour les précisions. Alors, on essaie de joindre, effectivement, Raissa essaie de joindre Madame Solange, la sociologue. On n'arrive pas à la joindre. Donc, j'ai peur que ce soit peut-être compromis. En tout cas, on a bien ressenti, voilà, c'est un sujet qui est important. Les échanges étaient riches. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir, apporter leur expérience ? Est-ce que vous avez des questions? Alors, Emma, votre main est toujours levée. Ah, d'accord. Non. J'ai fini. J'ai fini. Non. Je n'ai toujours pas réussi à joindre Madame Solange. Ah, dommage. Oui. Dommage. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas ce qu'en pense Raissa, on va peut-être effectivement se quitter. Merci beaucoup. Mais ça, tu es d'accord? Tu oui. C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Mais on a eu quand même, voilà, des interventions et des échanges qui étaient riches. Donc, je te dis vraiment. Oui, allez-y. Oui, Madame Emma. Oui. Est-ce qu'on peut faire récapitulatif de tout ce qu'on a eu comme échange? Un bref récapitulatif, un résumé en sorte. Alors, bah, effectivement, vous voulez faire un récapitulatif? Bon, je viens penser juste, c'est une demande, quoi, une doléance, si je peux dire. Oui. Alors, moi, ce que j'ai, effectivement, j'ai pris des notes. Après, chacune peut compléter. Mais voilà, moi, ce que j'ai retenu, du coup, de ma place de sage-femme, de professionnelle, c'est effectivement par rapport à cette thématique. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, impliquer les parents, voilà, dire aux parents que c'est important de s'informer, de poser des questions à leur enfant, puisque ça va permettre, je pense, d'ouvrir le dialogue, que ce soit sur le sujet de la sexualité ou également sur les prises de risques. Voilà, donc j'ai entendu qu'effectivement, que ce soit au Bénin, en France, et également, voilà, Madame, vous m'aviez dit, Emma, que vous étiez à la COSA. Effectivement, donc il y a des interventions qui se font, il y a des professionnels ressources qui vont intervenir, professionnels ou pas, parfois effectivement ça peut être d'autres jeunes qui vont effectivement intervenir auprès de ces jeunes pour les sensibiliser par rapport au respect, apprendre le respect de soi, par rapport au consentement, par rapport aux prises de risques, par rapport que la sexualité, c'est pas que le corps, mais c'est aussi dans la tête. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les bénéfices de la sexualité, mais voilà, une sexualité où on prend soi-même, on fait soi-même ses propres choix. Donc pas de prise de risque par rapport à la violence aussi. Donc voilà, c'est les grandes lignes, je sais pas, que j'ai retenues, mais malheureusement, voilà, il y a toujours des freins, même si on voit que ces interventions, voilà, ça porte des fruits, mais il y a toujours effectivement des freins.
vous parliez des tabous culturels, donc effectivement, adapter ses discours. Adapter son discours en fonction des personnes que l'on a face à soi aussi. Voilà, c'est important. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je me suis lancée comme ça. C'est bon, merci beaucoup. Bon. Mais en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir été présents. Voilà, on se retrouvera peut-être, si le sujet vous intéresse, dans quelques semaines pour parler, là on va parler de la place des sages-femmes, la valorisation donc des sages-femmes dans la maternité. Voilà, donc vous recevrez par la suite une invitation. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Bye bye. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.